Dans la politique américaine, depuis que dans les années 60, il y avait un mec qui avait essayé de devenir président mais qui avait tellement un pet au casque que les magazines ils organisaient des sondages pour demander au public quel trouble mental le gars pouvait avoir. Il y a une règle qu'empêche d'essayer d'associer des troubles à des politiciens globalement. Dans l'idée, on peut quand même comprendre. Regardez l'Union soviétique qui a découvert un nouveau trouble dans ces mêmes années, la schizophrénie torpide, une maladie supposément invisible qui se manifestait seulement chez les opposants du régime. Là, du coup, il n'y a même plus besoin de réfuter les 10 opposants. C'est des fous. Atteints de schizophrénie torpide, faut les laisser dans leur coin. Pourtant, aussi convaincu que j'ai l'air de l'idée, il y a un type, quand j'ai lu un peu ce qu'il proposait, je voulais juste dire « Non, l'Union soviétique, vous avez raison ». Et franchement, le magazine et les sondages continuaient vraiment pitié. Je vous parle de quelqu'un qui a poussé 2 psychiatres américains en 2006 à faire comme moi. Parce qu'ils ont écrit que s'il avait vécu aujourd'hui, Jeremy Bentham aurait probablement reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger. Jeremy Bentham was a man ahead of his time. At 3, he began studying Latin. At 7, he performed Handel sonatas on the violin. At 12, he began studying law at Oxford. Je vais pas commenter là-dessus, débattre avec eux, je sais même pas comment ça se prononce. Par contre, je doute vraiment pas du fait qu'il avait quelques fonctionnements différents. Au même moment où il étudiait le droit à Oxford, quand il était pas hanté par des cauchemars parce qu'éveillé, il était terrorisé par autre chose qui le suivait aussi dans son sommeil. Les fantômes. Sauf que personne pouvait l'aider à vaincre ses peurs. Et c'est pas que ses proches, entre guillemets, ont pas essayé. À son propre père, il a pas réussi à lui dire qu'on lui avait volé toute sa thune à Oxford. Il disait aussi non à la rencontre avec ses nièces parce que, et je rigole pas, soit elle lui déplairait, la rencontre aurait donc produit du mal inutilement parce qu'il allait pas se chier dessus s'il les rencontrait pas, soit elle lui plairait et le jour où il devra les quitter, la vache qui va chialer, alors que s'il les avait jamais rencontrés, il y aurait rien eu de tout ça. Pendant qu'il refusait, justement, il faisait quelque chose de beaucoup plus important, je le comprends tellement. Il décomposait le plaisir de boire, il classait avec des mots qu'il inventait lui-même le goût du liquide qui nappe ton palais, les rots qui provoquent, les titubations qui provoquent. Et ce qui suit, l'amusement entre amis, les bruits absolument obscènes, la balade avant le petit-déj à but réflexif, il l'a appelé Antengentacular Circumgiration. Donc, vraie question, mais ça étonne qui quand The Guardian alerte sur Palantir capable de croiser une quantité de données inimaginables sur des millions de personnes et qu'on parle de panoptique? Ou quand une chercheuse explique qu'un simple magazine de fitness apprend à ses lectrices à regarder et corriger elles-mêmes leur propre corps et qu'on parle toujours de panoptique? Ça étonne personne, parce que le panoptique, c'est pas un mot inventé par Jérémy, ça pourrait, par contre, on peut pas en dire autant de ce que le panoptique définit. Ça, c'est le panoptique. Un bâtiment circulaire, des cellules autour d'une tour au centre, et depuis cet endroit, le gardien voit chaque prisonnier. Cette lumière perce toutes les cellules et personne ne peut lui échapper. Le prisonnier qui est dans sa tôle voit rien. Il sait seulement qu'on peut l'observer. Juste, il sait jamais quand. Attends, mais du coup, ça veut dire que le gardien, il a même plus besoin de regarder ? Il peut dormir, vomir devant l'Odyssée de Nolan, faire son Antengentacular Circumgiration. Oui, il peut, et la prison fonctionnera toujours parfaitement. À la base, l'idée, elle vient du frère de Jérémy qui bossait dans des usines, Samuel. Il cherchait une technique pour superviser des ouvriers, mais vraiment pour 2 balles, quoi, avec un effectif ridiculement réduit, qui a pas besoin d'être employé tout le temps, du coup. Quand Jérémy, lui, voit le plan, c'est comme si là, sur une feuille de papier, il voyait l'essence humaine. Si, selon les observations de Bentham, les hommes cherchent le plaisir comme la boisson et évitent la douleur comme lui qui évite de rencontrer ses nièces, dans tout ce qu'ils font, alors le panoptique, c'est le Graal architectural. Le travailleur sera jamais tabassé parce qu'il pense constamment être surveillé, il fera toujours ce qu'on attend de lui. Le gardien, lui, pourra faire autre chose de ses journées que de brainrot sur une chaise à quasi entendre les mouches commencer à lui parler. L'État aussi, il aura pas à investir autant, donc les taxes, les impôts, ces foutus impôts baissent. Et je vis pas à leur époque, mais entendre ça, ça me rend de 1 super heureux, de 2 ça me rend bizarrement optimiste. En attendant, est-ce que vous avez vraiment compris pourquoi tout ça c'est possible? C'est parce qu'on peut faire du prisonnier son propre gardien.
Ça, il y a quelqu'un qui l'a très bien compris en 94, Margaret Carlisle Duncan, en prenant 2 numéros d'un magazine de fitness, parce qu'à chaque page, le magazine montre un nouveau corps idéal. Juste à côté, il t'explique ce qu'il faut manger, comment, quand, les exercices à faire pour avoir ce corps. Mais là, ton regard, il redescend sur toi. Ton ventre, tes bras, peu importe. Personne te regarde. Tu as transformé le miroir dans ta salle de bain en cellule. Les scores que tu regardes, les yeux que tu regardes, c'est ceux du gardien et du prisonnier. Mais ça, c'est jusqu'à ce que tu bouges ton regard et que tu lises l'analyse faite en 97 par un sociologue qui remarque que dans le panoptique, quelques personnes, soit les gardes, qui changent à tour de rôle, observent une multitude, les prisonniers. La télévision, elle a apporté un truc vraiment particulier. Des millions de gens regardent les mêmes présentateurs, les mêmes célébrités, les mêmes hommes politiques en boucle. Thomas Mathiesen appelle ça le synoptique, où ces quelques personnes que le monde observe nous montrent à quoi doit ressembler le dit monde. Comment faire pour réussir dans la vie, ce que c'est même une vie réussie, et encore une fois, inévitablement, on se regarde nous-mêmes, on commence à corriger notre façon de parler, on s'habille différemment. Tout ça à cause de ces quelques personnes, mais le truc qui est encore plus bizarre, c'est qu'elles savent qu'elles sont regardées. En sachant ça, elles corrigent aussi leur façon de parler, de s'habiller. Chacun de leurs gestes existe pour plaire à la foule. Ouais, on regarde des gens qui se corrigent parce qu'on les regarde, puis nous on se corrige pour leur ressembler. Tout ça c'est parce qu'on est con, parce qu'on est bête, et en ce sens j'ai beaucoup réfléchi à une conclusion plus grande, plus transcendante, plus intellectuelle. J'ai pas trouvé, j'ai galéré. Mais je pense vraiment qu'en 3 temps là, vous avez sous les yeux la preuve que vous êtes ceux qui vous enfermez. Moi, j'ai peur de faire ce que je veux profondément faire de ma vie parce que j'ai grandi d'une certaine manière avec des parents qui fonctionnent d'une certaine manière. J'ai grandi, on me disait que j'étais celui qui était promis à quelque chose de plus grand, dont le fait d'aller à l'université, parce que je suis d'une famille assez pauvre, même très pauvre. Personne n'a eu l'occasion vraiment d'aller à l'université à part mon père, et il a échoué. Il a choisi de pas y aller. J'y suis par défaut. J'ai en soi aucune envie d'y aller. Mais en même temps, à chaque fois que je pense à ça, je me dis mais quel ingrat que je suis. Et ensuite, je me dis aussi que c'est ma vie. C'est moi qui la vis, pas eux. Mais ensuite, je reviens et je me redis, certes, t'as raison. Mais à quoi bon vivre si c'est pour ne pas les rendre heureux? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, peut-être que je peux combiner les deux. Ce que je veux vraiment faire. Et l'université, peut-être que je peux pas. En attendant, je suis mon propre garde et mon propre prisonnier. Mais maintenant que je le sais et que j'ai sous les yeux cette absurdité, je pense vraiment que c'est la première étape pour changer.